essayer de décortiquer en quelque sorte ce qui est en jeu dans l'intuition de l'être selon Jacques Maritain, parce que pour lui, et pour moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adhère à sa pensée, c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans le regard métaphysique et dans le regard philosophique en général. Le mot intuition est un mot polysémique qui veut dire beaucoup de choses et qui du coup provoque beaucoup d'équivoques. La première des choses, c'est de bien dégager ce que Maritain entend par intuition. Par exemple, je donne juste un exemple parmi mille, mais il faut bien distinguer l'intuition de l'inspiration. L'intuition, c'est quelque chose qui vient du dehors, l'inspiration, c'est quelque chose en quelque sorte qui vient du dedans. Donc l'inspiration n'est pas une intuition. Et il y a plusieurs formes d'intuition. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'intuition créatrice dans l'art et la poésie, qui est encore un autre genre d'intuition, qui est différent de l'intuition de l'être, qui n'est pas, pour le coup, une intuition de type métaphysique. Donc il s'agit de clarifier ce que Maritain entend par intuition de l'être en tant que seuil d'entrée dans la métaphysique. Derrière cette importance de l'intuition, il y a d'abord le vécu personnel de Maritain, qui était certainement un grand intuitif, mais il y a aussi son point de départ philosophique, c'est Bergson. Il a commencé par suivre les cours de Bergson, qui insiste beaucoup sur la notion d'intuition. Bon, la grande différence entre Bergson et Maritain, c'est que pour Bergson, l'intelligence conceptuelle n'est justement pas intuitive, elle est successive, et donc Maritain va chercher à montrer que la pensée conceptuelle elle-même peut se situer dans le registre intuitif. Intuition vient du latin intueor, c'est-à-dire regarder, voir. C'est l'idée même que, selon l'affirmation constante de Maritain, l'intelligence est faite pour voir. Toute la question, finalement, c'est qu'est-ce que voir pour l'intelligence, en général, et deux, qu'est-ce que se voir en métaphysique, puisque, encore une fois, c'est l'entrée nécessaire dans une pensée métaphysique véritablement authentique, en tout cas pour Jacques Maritain. Voir, au départ, évidemment, c'est le voir sensible, voir avec ses yeux, mais par analogie, eh bien, il y a un voir de l'intelligence. On fait souvent cette analogie que l'intelligence est à l'âme ce que l'œil est au corps. Donc l'âme voit, si on veut, par son intelligence, de même que le corps voit par l'œil. Et puis encore un autre voir, que je cite par parenthèse, mais voir avec les yeux du cœur. Et là, attention, c'est comme pour l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, il ne s'agit pas d'une connaissance par concept, c'est une connaissance par connaturalité. On est encore dans un autre registre. La connaissance artistique est une connaissance, mais pas une connaissance par concept. Et la connaissance qu'on appelle voir avec les yeux du cœur, sur laquelle par exemple Pascal insiste, est également une connaissance par connaturalité d'un autre ordre. Une deuxième chose sur laquelle il faut absolument insister, c'est que la vision peut être directe, elle n'est pas pour autant immédiate. J'insisterai beaucoup sur cette distinction entre vision directe et vision immédiate. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est que précisément dans le cas de l'activité de l'intelligence, comme d'ailleurs dans le cas de la vision sensible, eh bien, il y a une vision directe de l'objet, c'est-à-dire à travers le dispositif mental, sensible et intellectuel, c'est la chose qui est vue directement, mais ce n'est pas immédiat parce qu'il y a toujours un médium. Il faut quelque chose, une espèce, comme on dit en latin, que ce soit l'image rétinienne pour l'œil et tout le système sensorimoteur, ou que ce soit les concepts et les jugements dans le cas de l'intelligence. J'ai quand même relevé deux exceptions, selon Maritain lui-même, de vision qui est à la fois directe et immédiate. La vision angélique, parce que les concepts sont dans la nature de l'ange, il les reçoit à sa création selon la théologie chrétienne, et donc il n'a pas besoin de la médiation d'un support externe. Et les premiers principes de la raison, c'est des choses qui sont inscrites dans notre nature et se dégagent au contact du réel, mais on les possède en quelque sorte, et donc d'une certaine façon, on en a une connaissance intuitive. C'est d'ailleurs tellement vrai que
c'est tout un travail qui s'est effectué au long de l'histoire de la philosophie que de les dégager pour eux-mêmes. Ces premiers principes, il faudra attendre Aristote pour qu'il nous donne une formulation des premiers principes de la pensée pour eux-mêmes. Donc, ils sont à la fois intuitifs dans leur exercice, ils le sont beaucoup moins dans leur analyse, si je puis dire. Je rappelle que, par exemple, pour Kant, qui est quand même le philosophe des temps modernes le plus influent, c'est un peu l'Aristote des temps modernes, eh bien, il n'y a pas d'autre intuitivité que celle de la sensibilité. C'est-à-dire, il y a un voir sensible, et il le concède, que c'est intuitif. Je ne sais pas s'il lui-même ne confondrait pas le côté direct et le côté immédiat, mais en tout cas, pour lui, l'intelligence elle-même n'est pas intuitive. La chose en soi, c'est-à-dire justement l'être, l'essence, etc., reste inconnu de l'intelligence, sinon par tout un travail spécifique sur la matière offerte par la sensibilité. Bon, je ne vais pas analyser la position de Kant, simplement, c'est quand même lié à l'idéalisme finalement. On ne voit pas les choses, on voit nos concepts, en quelque sorte. Pour parler correctement de cette question de la vision de l'intelligence, il faut quand même parler de l'intelligence et de ses opérations. Donc, il y a 3 opérations fondamentales pour l'intelligence, selon la tradition aristotélicienne et thomiste, ça remonte à Aristote. La simple appréhension, qui consiste à former, à partir des images, par abstraction, des concepts. Donc, la première opération de l'intelligence, c'est, je vois des objets, des gobelets, par exemple, je peux dégager, à partir de l'image du gobelet, la notion de gobelet, c'est-à-dire donc son concept. Ce n'est pas un raisonnement. C'est quelque chose qui vient avant tout raisonnement, c'est un travail qu'on appelle, qui est un travail propre, qui est le travail d'abstraction. C'est-à-dire qu'à partir d'une collection d'images, en quelque sorte, les images sont toutes particulières, et je vais dégager quelque chose qui est universel, qui est le concept. Donc c'est la simple appréhension. Deuxième opération de l'intelligence, le jugement. Parce que si je dis gobelet, je parle en quelque sorte dans l'abstrait, c'est-à-dire en général dans le vide. Si je dis il y a un gobelet ici ou c'est un gobelet en plastique, j'affirme quelque chose sur la réalité. Donc, pour me positionner par rapport à la réalité, eh bien, j'ai besoin du jugement. Et c'est d'ailleurs, selon saint Thomas et Aristote, dans le jugement qu'intervient la notion de vérité. C'est l'adéquation entre l'intelligence et la chose connue. Et donc, dans la simple appréhension, il n'y a pas nécessairement d'adéquation. Il y a 2 types de jugements essentiels. On peut appeler le jugement copulatif, qui réunit un sujet et un prédicat, ce verre est en plastique, et il y a des jugements qu'on peut appeler existentiels, sujet, verbe être, ce verre est, il existe dans sa propre consistance, si je puis dire. Et ce sont évidemment des jugements assez différents, parce qu'avec le jugement copulatif, on peut dire la licorne ressemble à une gazelle. Bon, il n'y a pas de licorne, ça touche à rien de réel au sens existentiel du terme. Maintenant, c'est un jugement qui peut être vrai, mais qui est d'une autre nature. C'est justement le jugement existentiel qui est fondamental dans l'intuition de l'être. Puis la 3e opération d'esprit, qui nous intéresse moins ici, qui est le raisonnement. C'est-à-dire qu'à partir des choses connues, je peux, de proche en proche, en dégager d'autres, aller du plus connu au moins connu, et c'est l'objet même du raisonnement. Mais attention, cette vision abstractive que j'ai par le concept se retrouve à l'issue du raisonnement, c'est-à-dire qu'au départ et à la fin d'un raisonnement, eh bien, il y a toujours cette dimension du voir. Alors, voilà un sujet sur lequel Étienne Gilson et Jacques Maritain étaient d'accord. Avec saint Thomas d'Aquin, nous avons une distinction essentielle dans la réalité des choses, dans l'être. L'objet connaturel de l'intelligence, c'est l'être. Et l'objet connaturel de l'intelligence humaine, c'est l'être en tant qu'en devenir, l'être sensible, mais c'est l'être. Et donc, l'être, le concept d'être, se distingue entre 2 aspects qui sont essentiels, l'essence, ce qu'est la chose, ceci est un gobelet, et l'existence. Il y a un gobelet ici, il existe. C'est 2 notions différentes. Et d'ailleurs, saint Thomas dit clairement que la première opération d'esprit, les concepts, a rapport à l'essence de la chose, à sa nature, à ce qu'elle est, quod est. Tandis que la 2e opération d'esprit, le jugement, a rapport à son existence. C'est par le jugement que j'atteins l'existence de la chose. Donc, cette distinction réelle, les thomistes ont insisté, cette distinction réelle entre l'essence et l'existence est le fondement de la distinction opérationnelle entre l'abstraction conceptuelle et l'opération judicative.
l'intuition de l'être, ce voir de l'intelligence. Comment se fait-il? Dans la tradition aristotélicienne, il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait pas d'abord été dans les sens. Tout passe par les sens. Au départ, en quelque sorte, l'intelligence est tabula rasa, vide, à part ces premiers principes qui sont là en puissance et qu'il faut de toute façon actualiser par un contact avec le réel. Donc, pour avoir une activité intellectuelle, qu'elle soit conceptuelle, abstractive ou qu'elle soit judicative, eh bien, il faut d'abord une expérience sensible. Et alors, ce qui est très important, c'est que, et ça aussi c'est une affirmation d'Aristote, la sensation en acte est une avec le sensible en acte. C'est-à-dire que quand je perçois une chose, eh bien, le fait que cette chose est perçue ne fait qu'un avec le fait que je l'aperçois. Ça paraît un peu une évidence, mais les conséquences sont importantes. Ça veut dire que de cette unité en acte, c'est-à-dire effective, en acte ça veut dire effective, ce qu'il y a dans la chose peut venir dans mon intelligence. Donc, ce qu'il y a de connaissable de la chose, elle est sentie en acte, elle est intelligible en puissance, eh bien, nous vient par cette unité entre le sentant et le senti. Alors, l'acte de sensation, le fait de voir la montre, eh bien, véhicule implicitement l'existence en acte. C'est-à-dire que le jugement d'existence, on va le voir, et qui est fondamental dans ce que Maritain appelle l'intuition métaphysique de l'être, eh bien, il commence dans le jugement sensible. En voyant cette montre, implicitement, je sais qu'elle existe. C'est important parce que c'est justement ce que Descartes contredit. C'est-à-dire que je peux douter de ma sensation, mais justement, Descartes est coincé dans l'idéalisme parce qu'à partir du moment où il doute du témoignage de ses sens, eh bien, il n'a plus ce rapport avec le réel en tant qu'il existe. Et quand on tirera la conclusion, effectivement, qu'on ne peut pas atteindre le réel des choses, la chose en soi, comme il dit. Donc, le point de départ du jugement d'existence se fonde sur le jugement de sensation. C'est ce qui fonde le réalisme métaphysique. L'intelligence est faite pour voir, mais selon deux registres différents. C'est-à-dire qu'elle voit abstractivement, Maritain parle d'intuition abstractive ou d'intuition eidétique, en parlant de la première opération d'esprit qui forme les concepts. Et encore une fois, ce n'est pas le concept que je vois, c'est la chose que je vois par le moyen du concept. Il critique les idées tableaux de Descartes où je verrai d'abord le concept ou l'idée pour ensuite me tourner vers la chose. Non, je vois la chose moyennant le concept. Cette vision, elle est directe, je vois directement la chose, elle n'est pas immédiate au sens où il y a un médium qui est le concept. Et il y a une autre dimension du voir de l'intelligence, qui est justement ce qu'on peut appeler un voir judicatif. C'est-à-dire que, puisque le concept a rapport à l'essence, que le jugement a rapport à l'existence, s'il s'agit de voir le fait d'exister, l'esse, comme on dit en latin, eh bien, ça sera par un jugement. Là-dessus, je crois à peu près tous les thomistes sont d'accord. En tout cas, Gilson et Maritain le sont pleinement. Le fondement de l'intelligibilité de la chose se trouve dans son exister, dans son acte d'exister. Attention, cet acte d'exister est donc plus intelligible en soi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligible pour nous. Et la plupart des philosophes, et Gilson s'est largement étendu là-dessus, notamment dans son beau livre « L'être et l'essence », pour lui, finalement, jusqu'à saint Thomas, eh bien, tous les philosophes sont des essentialistes, c'est-à-dire ils voient à travers des concepts, ils voient à travers des essences. Et il faudra attendre saint Thomas, avec sans doute l'influence d'Avicenne d'un côté, et puis de ce qu'on appelle la métaphysique de l'exode, c'est une expression de Gilson, c'est-à-dire Dieu dit « je suis », et donc Dieu est pur existé, ipsum esse per se existens, eh bien, saint Thomas verra que finalement, l'intelligibilité ultime de l'être, de quelque être qu'il soit, c'est son existence. Mais attention, encore une fois, cette intelligibilité, elle est en soi, pas pour nous. Nous, on voit d'abord le concept. Et il faudra tout un travail, et justement un travail métaphysique, pour arriver à dégager l'intelligibilité de l'exister en soi. Avant 1945, dans ses premiers ouvrages, Maritain insiste surtout sur l'intuition abstractive ou eidétique de l'intelligence. Donc la philosophie bergsonienne, où il y a tout un travail sur la définition de l'intuition et le positionnement de Maritain contre
l'intuition bergsonienne. Bergson, encore une fois, nie que l'intelligence conceptuelle soit intuitive. Il cherche un autre rapport au réel, une torsion de l'intelligence, etc. Enfin, il y a toute une doctrine spécifique. Et donc, Maritain va s'en dégager du fait de son thomisme, bien sûr. Donc, en 1913, et puis, il y a les degrés du savoir qui est plus épistémologique, et puis 7 leçons sur l'être. Et il y a un grand chapitre sur l'intuition de l'être dans les 7 leçons sur l'être, 1934. Et là, l'assistance est mise sur la dimension expérimentale. Maritain va donner plusieurs exemples de façons dont l'intelligence peut s'éveiller à ce fait d'exister. À partir du court traité de l'existence et de l'existant, en 1947, qui est très dense, il commence effectivement à insister sur le jugement d'existence. Et là, je me suis demandé s'il n'y avait pas, entre autres, 2 influences. Celle de l'existentialisme, parce que s'il appelle son livre « Court traité de l'existence et de l'existence », c'est parce qu'à ce moment-là, vraiment, comme dit Sartre, l'existence précède l'essence. Donc il y a, dans l'idée même de l'existentialisme, l'idée que l'existence, c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas de plus intelligible, même si, en fait, l'idée de Sartre, évidemment, est bien différente de celle de Maritain. Et puis, je pense, même si Maritain ne le dit pas, Gilson a tellement insisté sur la distinction de l'essence et de l'existence en montrant que c'était justement le fondement de la métaphysique de saint Thomas et qu'il la renouvelait complètement, et donc que l'essai, l'acte d'exister, est saisi par un jugement. Donc je pense que Maritain a progressivement intégré et développé cette idée que finalement le fond de ce qu'il appelle l'intuition de l'être n'est pas tant l'intuition abstractive de la première opération, mais l'intuition judicative qui est fondée sur un jugement. Et d'ailleurs, il en fera la théorie complète dans ce beau livre « Approche sans entrave ». C'est un livre posthume qui est paru peu après la mort de Jacques Maritain. On peut considérer qu'il y a la formulation technique définitive, et je crois qu'aussi beaucoup de discussions sur la pensée de Maritain tournent un peu à vide parce que ce n'est pas un livre assez lu. Malheureusement, c'est un livre magnifique, très synthétique et en même temps de recherche. Et je pense que là, on trouve ce que Maritain pense vraiment. Ça a énervé un peu Étienne Gilson, mais selon Jacques Maritain, il y a 3 concepts d'être. Pour Gilson, il y a un concept d'être, point. Et ce concept d'être, c'est le concept d'étant, hence, et non pas le concept d'essai. Car si nous avions un concept adéquat, il a raison de le dire, Gilson, eh bien, ça veut dire que nous aurions un concept de Dieu. Dieu, c'est le ipsum esse per se subsistent, c'est d'être pur exister. Et si nous étions capables de former un concept adéquat de l'essai, de l'acte d'exister, ça serait ipso facto un concept de Dieu. Même si Dieu existe et qu'on en est convaincu, la foi, elle est obscure, c'est-à-dire que c'est une certitude inévidente. Nous n'avons pas un concept adéquat de Dieu. Et saint Thomas lui-même dit « Dieu est bien connu quand il est connu comme inconnu ». Donc il y a 3 concepts d'être selon Maritain, et je crois qu'en présentant ces 3 concepts d'être, on voit plus clairement où Maritain veut en venir avec l'intuition métaphysique de l'être. Premier concept d'être, c'est une affirmation constante de l'aristotélisme, d'Aristote, de saint Thomas, de toute la tradition, que l'objet connaturel de l'intelligence, c'est l'être. L'intelligence en tant qu'intelligence, qu'elle soit angélique ou humaine ou divine, c'est l'objet connaturel. Et pour l'homme, c'est l'être sensible, c'est l'être en devenir de son expérience. Donc, comme c'est l'objet connaturel de l'intelligence, il y a un premier concept d'être que Maritain appelle l'être vague, l'être là, la présence à mon monde. Il y a des choses, le il y a. Il y a une façon de saisir l'être comme il y a. C'est-à-dire, je suis le centre d'un monde dans lequel il y a des choses. Alors, il y a des choses, ce sont des êtres. Mais finalement, quelque part, nous sommes dans ce qu'il appelle le premier degré d'abstraction. Qui n'est pas métaphysique, c'est-à-dire, je généralise la propriété commune de toutes les choses qui est d'être. Tout ce qui est. Effectivement, là, on est dans le premier principe de la connaissance, c'est le principe d'identité. Tout ce qui est. Mais, attention, à ce niveau-là, on n'est pas au niveau métaphysique. Le niveau métaphysique, c'est l'abstraction de toute matière. Non, là, il s'agit de tous les êtres, y compris matériels. Tout ce qui est. Encore une fois, selon Maritain, nous sommes au premier degré d'abstraction. C'est donc un degré qui correspond à la philosophie de la nature, aux sciences, à la physique, tout ce qu'on voudra. Ce n'est pas typiquement métaphysique.
Alors, il y a l'être en tant qu'essai, c'est-à-dire la conception que l'être n'est pas simplement un étant qui est là, mais c'est aussi quelque chose qui existe. Donc, ce quelque chose qui existe nous permet de former au troisième degré d'abstraction, c'est-à-dire abstraction faite de toute matière, toute chose qui existe possède cette perfection spécifique qui est l'acte d'exister. Et donc, je peux comprendre cet acte d'exister, mais, comme le dit Maritain, c'est conçu à la manière d'une essence. C'est-à-dire, je forme un concept de l'essai. Mais là, on rejoint ce que disait Gilson, ce concept de l'essai, il sera inadéquat. Parce que je ne peux pas former un concept adéquat de l'essai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quand je généralise la notion d'acte d'exister, sous mode conceptuel, je généralise quelque chose qui est fondamentalement inadéquat. C'est-à-dire, je suis au niveau métaphysique, mais je n'atteins pas la chose que je prétends atteindre. C'est d'ailleurs, sans doute, le fond de l'intuition heideggerienne. Heidegger, finalement, au fond, son idée principale, c'est que la métaphysique est en quête de l'être, mais vu sa façon d'approcher l'être, elle ne peut que le manquer. Et alors, si on en croit Maritain, il dit finalement un petit peu la même chose, jusqu'à un certain point. Il appelle notionalisme cette façon de saisir quelque chose qui est de nature judicative par mode de concept. Le notionalisme, c'est finalement réduire à un concept, mais qui va être inadéquat, quelque chose qui ne peut être saisi que par mode de jugement. Et l'essai, l'acte d'exister, ne peut être saisi que par un jugement. Je ne peux pas dire par un concept l'exister de ce gobelet, je peux dire ce gobelet existe. Ce faisant, je le saisis, mais dans le jugement d'existence. C'est vraiment tout à fait fondamental. Alors, troisième niveau de concept d'être, c'est l'être en tant qu'essai, l'être en tant qu'acte d'exister, concept formé au troisième degré d'abstraction. Mais par un retour sur le jugement d'existence. Autrement dit, l'idée de Maritain, c'est que pour saisir l'essai de façon adéquate, humainement parlant, eh bien, il faut, former un jugement d'existence spécifique, parce que tout jugement d'existence n'est pas ipso facto métaphysique. Il formait un jugement d'existence spécifique qui saisit l'exister en tant qu'exister, mais dans un jugement. Et qu'à dans un deuxième temps, l'intelligence est capable toujours d'un retour réflexe sur ses actes, et bien dans un deuxième temps, par un retour réflexe sur ce jugement, former un concept de l'essai, mais qui sera basé, fondé sur ce jugement. Donc on a, si on peut dire, un concept qui n'est pas abstractif, mais qui est judicatif. C'est ça la difficulté. C'est qu'on est dans quelque chose qui est à première vue quand même paradoxal, c'est qu'un concept normalement est dégagé par abstraction des images, et là on a un concept qui est dégagé par retour sur un jugement. C'est intéressant et curieusement ça rejoint certaines démarches intellectuelles qu'on trouve dans le yoga et notamment dans le zen, dans le bouddhisme zen. D'ailleurs dans le bouddhisme zen c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a dans l'idée du satori à peu près la même idée que l'intuition de l'être, de l'exister, le prix intellectuel de l'exister, sauf que dans le bouddhisme, le zen est une forme du bouddhisme, la métaphysique est interdite. Et donc, en quelque sorte, là, il y a aussi un blocage, c'est que le satori est virtuellement une intuition de l'être, mais elle est empêchée de se développer au plan métaphysique parce que dans le monde bouddhiste, la métaphysique n'a pas droit à l'existence. Alors, c'est là qu'on rejoint cette idée de Maritain qu'il a beaucoup développée dans les 7 leçons sur l'être, c'est que finalement, cette intuition de l'être, c'est bien une expérience. C'est une expérience judicative spécifique. C'est exactement la même idée que le satori. Tout d'un coup, je comprends une dimension que je n'avais pas dégagée pour elle-même. Tout le monde peut la voir, mais tout le monde ne la voit pas pour elle-même. À savoir, eh bien, cette valeur de l'exister. Cette chose existe, ce brin d'herbe existe, etc. Maritain donne toutes sortes d'exemples. Dans mes réunions, par exemple, de philosophie, il y avait une participante, quand on a expliqué l'intuition de l'être, qui s'est écriée que finalement, elle se rend compte qu'elle avait eu l'intuition de l'être le jour de son accouchement, son premier accouchement. En voyant l'exister de son enfant, tout d'un coup, elle avait vu ce que c'était que le prix d'un exister qui n'était pas le sien. Ce n'était pas une simple présence à son monde. Il y avait quelque chose qui avait sa consistance d'existence propre qu'elle découvrait à la naissance de son enfant. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, et peut-être les femmes qui sont assez naturellement intuitives
peut-être sont plus disposés à faire cette expérience de l'intuition de l'être. En tout cas, chez les philosophes, moi ça m'étonne toujours beaucoup, mais on peut dire que 99,99% des philosophes manquent cette dimension de l'existé métaphysique. Encore une fois, ils savent bien qu'il y a quelque chose qui est l'existence. Pour Kant, par exemple, pour revenir sur l'exemple de Kant, l'existence c'est un accident. Lui, il prend l'exemple des thalers, on pourrait dire des euros. Il y a les euros que j'ai dans ma poche qui sont sensibles, je les ai dans ma poche. Puis il y a l'euro intelligible, la pensée de l'euro. Mais finalement, le fait que l'euro existe n'ajoute rien à l'intelligibilité de l'euro. Le fait que ma montre existe ou n'existe pas, l'idée de montre, elle est là tout entière. Et justement, pour Maritain, ça n'a rien à voir. Une montre qui existe, elle exerce l'acte d'exister, et il y a quelque chose dans l'ordre de l'intelligibilité qui est infiniment supérieur à une montre simplement pensée ou imaginée. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, compte tenu de ce caractère paradoxal, c'est très difficile de transmettre. On a essayé avec nos jeunes, on faisait des sessions de jeunes l'été, et alors on a essayé de les mettre à la tombée de la nuit, à l'orée de la forêt, on leur disait « écoutez ce que toute chose murmure ». Parce que c'est une des expressions de Maritain. Alors, il y en a qui sont revenus avec une certaine expérience, il y en a d'autres qui se sont mis à chantonner, etc., à refuser, se mettre en situation d'écouter. Parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de disposition qui est difficile à provoquer. Et en plus, comme c'est une expérience subjective au départ, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer techniquement. On peut favoriser, disposer, mais c'est comme le satori. Ça vient pas tout seul. Ou plutôt, ça vient tout seul. C'est pas la suite d'un raisonnement ou d'une démarche, ou etc. C'est très, très comparable. Et moi, j'ai souvent pensé, je pense toujours, que l'expérience du satori, du zen, et ces démarches pédagogiques pourraient nous inspirer dans une pédagogie de l'intuition d'être. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il y a une évolution historique, si on veut, dans la philosophie de l'intuition de l'être. Chez Aristote, selon Maritain, l'intuition de l'être est virtuelle. Virtuelle, dans le vocabulaire atomique, ça veut dire réel, mais pas en acte. Pas existant pour soi. Par exemple, nous existons virtuellement en Dieu, mais il y a des créatures qui ne sont pas existantes actuellement et qui existent en Dieu. Donc virtuel veut dire réel, mais pas formel, pas en acte. Et donc, chez Aristote, il pense que l'intuition de l'être est là, virtuelle, mais elle ne s'exprime pas comme telle parce qu'elle est bloquée par ce fameux notionalisme, c'est-à-dire finalement, il en reste à un concept d'essai métaphysique, mais qui est une conceptualisation inadéquate. Chez saint Thomas d'Aquin, là, accord total entre Maritain et Gilson, l'intuition de l'être, bien que Gilson n'accepte pas l'expression, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe chez saint Thomas, avec cette distinction réelle de l'essence et de l'existence, qui fait qu'on trouve l'intuition de l'être réellement, et comme on dit en scolastique, in actu exercito, c'est-à-dire en acte exercé. Saint Thomas vit selon l'intuition de l'être. Son intelligence est vraiment nourrie, vivifiée par l'intuition de l'être. Mais il n'en fait pas la théorie. C'était le grand reproche de Gilson en disant « c'est bien joli ce que dit Maritain, mais ça ne se trouve pas explicitement chez saint Thomas ». Et donc, pour l'historien qu'il était, c'était pas à prendre en compte. Et puis, il y a chez Jacques Maritain. Il ne l'a pas dit lui-même, donc je le dis pour lui. Mais chez Jacques Maritain, l'intuition de l'être, bien sûr, elle est réellement, c'est vraiment, on sent une expérience fondatrice chez lui, in actu exercito, c'est-à-dire il la met en œuvre, et c'est un grand intuitif dans son démarche philosophique, et in actu signato, c'est-à-dire il la thématise. Saint Thomas ne thématise pas, il exerce, mais il ne thématise pas l'intuition de l'être. Maritain, lui, l'exerce et la thématise. Et alors, c'est là que je pense que Maritain apporte quelque chose de radicalement nouveau, c'est que quand on a compris ça, on est appelé à renouveler complètement la posture philosophique, le regard sur les choses, à se mettre en situation de vivre, d'expérimenter cette intuition de l'être et la mettre en œuvre. C'est-à-dire, moi je pense que le renouvellement nécessaire de la philosophie, et notamment donc de la métaphysique, comme science et comme sagesse, passe par une assimilation et une mise en œuvre radicale de cette intuition de l'être.